Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous retrouver pour ce dernier après-midi du Festival des entrepreneurs Demain c'est ici. Nous avons cet après-midi des ateliers qui sont consacrés à la formation, à l'insertion, à l'emploi des jeunes. On va commencer tout de suite avec le collectif des territoires partagés qui prend en charge l'insertion, enfin le rapprochement de publics éloignés de l'emploi vers justement le monde de l'entreprise à travers une valorisation de leur savoir-faire et surtout de leur savoir-être. Mais donc ils en parleront nettement mieux que moi. Je vais laisser la parole à du coup Mathieu Debar et Lisa Bellon qui vont pouvoir vous en dire un petit peu plus sur ce collectif. Et puis j'espère, si vous êtes en ligne sur le chat, vous pouvez réagir pour poser vos questions si vous en avez, pour en savoir un petit peu plus. Ils seront heureux de pouvoir avoir votre avis et vos retours sur le sujet. Donc Mathieu, Lisa, je vous laisse la parole et on vous retrouve d'ici 3 quarts d'heure. 3 quarts d'heure. Bonjour à tout le monde, si tout le monde il y a. Je ne vois pas qui est derrière l'écran, donc c'est toujours un peu surprenant. Bonjour monsieur. Donc Mathieu Debar, je suis chargé de développement au sein d'une structure qui s'appelle le Dôme à Caen. Et je suis accompagné de Lisa qui travaille à l'E2C. Je vais te laisser te présenter. Donc bonjour à tous, moi je suis Lisa Bellon, je suis chargée de mission pour Territoire Partagé et coordinatrice de parcours concernant la question des open badges numériques et de la reconnaissance ouverte. Le Dôme, pour celles et ceux qui n'auraient pas encore tout à fait situé cet établissement, c'est un centre de culture scientifique, technique et industrielle qui est installé sur la presqu'île de Caen, qui a une architecture un peu particulière. Il s'appelle le Dôme, c'est pas un hasard. Il est coiffé d'une bâche blanche en forme de pamplemousse inversée, aussi appelée presse citron ou la compagnie du presse agrumes pour les intimes de l'établissement. Mais là n'est pas l'intéressant en ce qui nous concerne cet après-midi. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un établissement qui cherche à s'ouvrir au maximum sur son territoire. Qui cherche à travailler avec des partenariats multiples et variés, un établissement dont la CCI est partenaire depuis sa création, puisque la CCI a investi pas mal d'argent dans cet établissement et contribue à son développement encore aujourd'hui. Nous sommes ici pour parler donc de territoire partagé avec Lisa. Territoire partagé, donc on a, vous le voyez sans doute sur la diapositive à l'écran, c'est un projet qui s'appelle, qui porte ce nom de territoire partagé, avec en sous-titre des parcours inédits pour explorer et reconnaître les compétences. Alors vaste sujet que celui des compétences et celui de cette notion de parcours. Je vais me servir de la petite zapette. Voilà, donc le premier élément, c'est tout simplement un élément visuel pour situer territoire partagé avec ce petit cosmonaute. Ce petit cosmonaute, il a été choisi comme image pour symboliser notre projet parce qu'on aimait bien ce côté un peu défi, d'aller explorer un territoire et pourquoi pas la Lune. Autrement dit, pourquoi pas se dépasser dans cette exploration. C'est une co-construction entre les différents responsables, peu ou prou de la communication des 7 structures qui sont concernées par le projet Territoire Partagé. Avec cette petite baseline qu'on a aussi choisi, faire la différence avec nos différences. On aurait presque pu faire la différence avec vos différences, mais c'est une autre histoire. Le projet, il est né du plan d'investissement dans les compétences qu'a lancé l'État il y a quelques années. Il n'a échappé surtout pas à vous, chefs d'entreprise, que l'État investit énormément d'argent dans tous les dispositifs de formation continue, de formation professionnelle continue. Et il a mis sur la table 14 milliards d'euros, 7 milliards qu'il gère en direct à travers différents appels à projets. Beaucoup sont clos maintenant, dont le projet 100% inclusion qui nous intéresse, et 7 milliards qu'il a confiés aux régions, qui l'administrent en déclinaison de leur politique régionale. Il y a un plan d'investissement dans les compétences porté aussi par la région Normandie. Nous, on est sur la partie État en l'occurrence. Notre budget est de 5 millions d'euros, qui est financé exactement à 64% par l'État. Ça veut dire que la part restante revient en recettes de la part du consortium qui est constitué. 5 millions d'euros, c'est pour 3 ans et c'est pour 7 structures. Alors je vous laisse faire les divisions successives. Quand on annonce 5 millions d'euros, effectivement le chiffre est important, mais une fois encore, quand on le divise par 7 et quand on le divise par 5, on voit vite qu'on arrive finalement sur des budgets relativement raisonnables compte tenu de l'ambition portée par ce projet.
Le consortium en question, c'est là où l'attelage commence à être un petit peu intéressant. Historiquement, il me faut encore, Lisa, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais historiquement, le projet il est plutôt porté par deux grandes structures, oui. Bien évidemment, l'AJB qu'on voit là sur la diapositive, alors l'AJB est un des très gros employeurs en Normandie, hein, c'est une structure qui a près de 1000 salariés, qui gère énormément d'établissements et de structures sur le département. Des CADA, des centres d'hébergement. Donc c'est un acteur du social sur notre territoire qui est un acteur majeur, qui vient juste après l'AXEA. Chose que j'ai découverte, moi, au fil de l'eau. L'AJB était porteur d'un projet en réponse à ce 100% inclusion, en collaboration avec Capsport. Capsport est un acteur hérouvillé qui intervient sur l'insertion auprès des jeunes, au plus près des jeunes, sur leur lieu de vie, les accueille autour d'activités autour du sport pour les remobiliser et les remotiver. Donc ils étaient tous les deux porteurs d'un projet avec tout le professionnalisme qui est le leur autour de la question de l'insertion et du social. Et il y avait un fait peut-être un peu plus différent, enfin en tout cas une volonté différente de notre côté, du côté du Dôme, du côté du WIP et du côté de l'EDC Normandie, du Café des Images et de la Cravate Solidaire, de porter un projet porté par des tiers-lieux, par des acteurs qui ne sont pas des acteurs de l'insertion. Des acteurs de la culture principalement, ou de la formation en ce qui concerne le dossier, mais pas des acteurs de l'insertion sociale. Et c'est ça qui était... Ah oui, j'ai bougé, excusez-moi. Oui, j'ai déjà commencé à bouger, je me replace. Excusez-moi. J'en étais où? Oui, les acteurs. Et c'est la réunion des 7 finalement qui a constitué le projet Territoire Partagé. On s'est aperçu que nous étions porteurs d'un certain nombre d'innovations. Nous, quand je dis nous, c'est le Dôme, le WIP, le Café des Images, le dossier, etc. Et que Capsport et l'AJB étaient porteurs d'un professionnalisme et d'une connaissance des acteurs du social sur le terrain, des publics concernés, etc., beaucoup plus que nous ne l'étions. Par contre, l'association des deux donne un mélange un peu détonnant, assez intéressant, et je pense que c'est une partie des éléments qui ont convaincu les différents jurys qu'on a dû rencontrer sur Paris pour pouvoir remporter ce projet. À l'échelle nationale, hein, on a été retenu, il y avait 200 propositions, il y avait 15 lauréats. Donc ça vous donne un petit peu quand même une idée de l'enjeu et de l'ambition qui a été portée par ce projet Territoire Partagé. Et la fierté qui a été la nôtre quand on a été retenu aussi. Alors on a été retenu pile poil première vague. Enfin, il y a eu toutes les manifestations, gilets jaunes, moment des jurys qui ont retardé les différents jurys, qui nous ont empêchés de prendre le train, etc., etc. Et ensuite, le jury n'a pas pu délibérer parce qu'on est tombé en pleine pandémie, première vague et patati et bon, bref. On a vécu beaucoup d'aléas différents qui sont liés bien sûr à la pandémie de Covid-19. Donc nous avons finalement signé notre convention avec la Caisse des dépôts en novembre 2021. Et donc le projet a quelques mois d'existence maintenant, sachant qu'entre novembre et février, on a principalement procédé aux différents recrutements qui étaient nécessaires pour pouvoir faire vivre ce projet. Il faut encore, Lisa, si j'oublie des choses. Jusqu'ici, tout va bien, super. À qui s'adresse notre projet? Donc 500 personnes majeures. Je signalais à Mathias tout à l'heure, et c'est sans du coup animosité à son endroit, mais on a souvent tendance à indiquer que le projet s'adresse à des jeunes. Oui, mais non. Enfin, oui, aussi des jeunes. Voilà, mais pas que. Hein, le projet s'adresse à toute personne majeure. Et donc, si on a 50 ans, on peut très bien intégrer le dispositif Territoire Partagé. Bon, la petite diapositive situe aussi la question du périmètre territorial. Donc, on s'adresse à des publics qui sont sur Caen-la-Mer, sur les quartiers prioritaires de la ville, mais pas que, qui sont sur l'agglomération Caen-la-Mer, et qui sont aussi présents sur la communauté de communes, enfin la communauté de communes des vallées de l'Orne et de l'Odon. Donc, on est là du côté d'Évrecy. 500 personnes, c'est sur 3 ans. Notre objectif est peut-être, c'est très très ambitieux, mais de dire qu'au moins toute personne qui fait un bout de trajet avec nous, ressortira peut-être avec un peu plus d'ouverture et en ayant, on l'espère, repris un peu plus confiance en elle. Donc c'est déjà en quelque sorte une sortie positive. Les sorties positives, bien sûr, au regard de l'État, sont une sortie positive vers la formation qualifiante ou certifiante ou vers l'emploi. Notre ambition est, sur le plan statistique là, d'être sur 300 personnes qui pourraient être réintégrées sur la formation ou sur l'emploi. Que dire d'autre sur cette question des publics?
il existe énormément de dispositifs à l'adresse des publics qui sont en difficulté d'insertion, notamment de par l'abondance de projets qui ont été, d'appels à projets qui ont été lancés par l'État. Et donc on a une caractéristique assez française, mais voilà, on fait avec ce qu'on pourrait appeler une forme de millefeuille de propositions et de projets qui nous oblige à une coopération entre acteurs pour éviter les effets de concurrence, puisque finalement il y a beaucoup d'acteurs qui vont essayer d'aller chercher les mêmes types de publics et il n'y aurait rien de plus délétère qu'on aille à plusieurs voix porter une proposition auprès de telle ou telle personne en lui indiquant viens chez moi, c'est quand même mieux que chez le voisin. Ce serait complètement contre-productif et pas très intéressant ni très intelligent. Donc on a un gros travail en ce moment et depuis quelques mois de rencontres avec les acteurs qui sont en place pour faire connaître l'existence de territoires partagés. Et j'allais dire que jusqu'alors ça se passe vraiment plutôt bien et que notre positionnement est vraiment de se situer comme une espèce de filet qui intervient quand les autres dispositifs ne sont pas efficients ou s'adressent à des publics extrêmement ciblés, c'est-à-dire que territoire partagé, vous l'avez, enfin je viens de vous l'indiquer, c'est 500 personnes, c'est Camp la Mer, c'est Vallée de l'Orne et de l'Odon et c'est personnes majeures. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Quand d'autres dispositifs vont s'adresser à des publics de 18 à 26 ans, à des femmes isolées, à d'autres publics avec des caractéristiques assez ciblées. Nous, non. C'est ce qui nous permet d'intervenir en filet par rapport à nombre de dispositifs et d'acteurs existants. Pourquoi ? Le premier élément, c'est que c'est pour participer à l'effort national en matière d'investissement dans les compétences. L'idée, c'est, on y reviendra, et là je laisserai largement parler Lisa sur le sujet, mais la question de la compétence, on peut l'aborder de plein de manières. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est tout ce qui n'est actuellement pas reconnu comme étant une compétence, qui est bien identifiée comme en étant une. Si je suis dynamique, si je suis entreprenant, si je suis ponctuel, si je suis rigoureux, si j'ai l'esprit d'équipe. Tout ça, ce sont des éléments qui sont des fondamentaux, mais qui aujourd'hui ne sont attestés que dans une relation en B2B, dans une relation parce que je connais Pierre qui connaît Martine, qui connaît Paul, et entre nous trois, on sait très bien que Martine, elle est particulièrement dynamique. Mais ça dépasse rarement ce stade-là. Ce qu'on essaye de faire, nous, c'est de dépasser ce stade-là, et on verra comment un peu après. L'idée aussi, c'est de remobiliser les participants, les publics avec lesquels on travaille. On évite à tout prix, par exemple, nous, le mot de bénéficiaire, parce que c'est un mot qui ne nous va pas bien du tout. Donc on parle bien de public ou de participants, sur des métiers ou des formations plus choisies que subies. C'est vrai qu'aujourd'hui, de toute façon, il faut quand même gagner sa vie, et donc à un moment donné, on est bien obligé d'accepter tel ou tel emploi ou telle et telle formation, parce qu'il faut se sortir de l'ornière et qu'il faut y aller. Ça comporte malgré tout le risque d'une démobilisation, d'une démotivation, parce qu'il peut y avoir d'autres facteurs aggravants dans une situation fragilisante, comme des addictions, comme des problèmes de logement, comme des problèmes de non-adéquation, de comportementale avec le métier ou la formation que j'ai choisie. Et un des leviers qui permet de contourner un peu ces différents obstacles, il y en a plusieurs, mais un de ces leviers, c'est quand le choix qu'on fait d'une formation ou d'un métier, il se fait en pleine conscience. On a pu expérimenter, on a pu travailler à côté d'un boulanger, on a pu monter un mur en agglo, on a pu monter un festival de musique électronique, on a pu éprouver le métier qu'on a exploré au fil des parcours. Et donc ça, c'est un des éléments importants. Lisa. Et je souhaiterais ajouter du coup qu'au regard du public qu'on accueille, qui est justement des personnes très éloignées de l'emploi, qui ont des difficultés du coup de logement parfois, ou des freins vraiment très importants pour envisager même un retour à l'emploi. L'idée pour nous et l'ambition, c'est de reconnaître aussi autre chose justement que ces compétences, mais reconnaître en globalité le parcours effectué, les avancées du participant sur les parcours, parce qu'on espère justement que ça lui permette de reprendre confiance en lui, que ça lui permette de réaliser ce qu'il a lui-même mis en place avec nous, et de montrer que justement dans ces situations informelles d'apprentissage, on peut quand même travailler des critères d'employabilité qui sont reconnus par Pôle emploi dans des situations très diverses, que ce soit en accédant à la culture, ou que ce soit en poussant la porte du dôme et en se débarrassant un peu du complexe qu'on peut avoir face à la médiation scientifique. Donc voilà, c'est vraiment notre ambition de travailler justement sur quelque chose qui soit un peu une autre approche que ce qu'on connaît dans la reconnaissance ouverte jusqu'à maintenant, même si c'est très jeune, et qu'on travaille aussi des choses qui pourraient être intégrées dans le travail social.
Un peu de comment, puisque 500 personnes, ça ne se trouve pas sous les sabots d'un cheval. On a deux grandes façons d'opérer. La première, en fait, est presque en retrait par rapport à la seconde. Donc, on fait un peu de repérage sur site en allant avec. On a un petit minibus qui a été peinturluré ou graffé ou gaffé aux couleurs de territoire partagé, qui est assez sympa, et qui, quand il intervient auprès d'acteurs qui organisent eux-mêmes des interventions sur le terrain, est assez vite identifiable et donc assez vite identifié. Donc ça, c'est une première façon de travailler. On s'intègre aussi à des maraudes ou à des distributions alimentaires ou des choses de cette nature. Donc ce sont des acteurs qui, eux, sont sur le terrain, et nous, on vient juste en complément de leur intervention, en toute humilité, et des fois, les rencontres se font, et comme ça, on arrive à parler de territoire partagé au public qu'on essaye de capter. Mais la majorité, en fait, aujourd'hui, des repérages sont plus par orientation d'autres acteurs. Et donc Pôle emploi nous oriente des publics, les missions locales nous orientent des publics, le dispositif #Avenir oriente certains publics, etc. Certaines associations et bientôt peut-être d'autres types de structures. Donc voilà dans le comment en ce qui concerne en tout cas le repérage. Toujours dans le comment, une dimension qui nous semble essentielle quand on parle de reconnaissance et de compétences. Alors en principe, je crois qu'on pouvait cliquer sur des parcours où l'on fait, mais je suis pas sûr que ça fonctionne. Non, trop tard, c'est pas grave. Au sein du Dôme, je suis responsable du fait j'ai monté le Fab Lab. Alors Fab Lab est un anglicisme qui veut dire laboratoire de fabrication, Fabrication Laboratory en anglais, qui est un espace en fait imaginé au sein du MIT. Pour que les étudiants du MIT perfectionnent leurs apprentissages par le geste de faire, c'est-à-dire en intégrant des concepts sur des éléments réels. Et donc cette capacité à apprendre en faisant est un des éléments marquants en ce qui concerne le mode de médiation qu'on applique au Dôme. Et c'est cet élément-là qu'on active énormément dans le territoire partagé. Donc en fait, toutes les situations dans lesquelles on place nos publics sont des situations d'apprentissage, mais d'apprentissage par le faire. Ce ne sont pas des apprentissages formels sur un mode descendant, formateur vers formé ou enseignant vers étudiant ou élève. Ce sont toujours des situations apprenantes, mais qui sont des situations apprenantes par le geste de faire. Quand je fais, j'intègre beaucoup plus facilement que quand j'écoute ou que j'essaye de noter sur un cahier. C'est la pratique qui me permet d'apprendre. Et donc tous nos parcours sont vraiment marqués par cet élément-là. Et l'autre élément qui les singularise, c'est que... alors bien sûr, au départ, on a distingué... Je m'éloigne encore de ma petite croix. Je me replace. Tous ces éléments-là sont des... on a trois phases. On a trois grandes phases, en fait, dans nos parcours, dans notre accompagnement. On a une première phase qui est une phase dite de butinage, pendant laquelle on ne demande quasiment rien à la personne. C'est-à-dire qu'on accueille ces publics dans nos établissements, au milieu d'autres publics. Bien sûr, ils sont un peu dans le contexte territoire partagé, parce qu'on va le voir après, ils ont été prescrits, entre guillemets, dans notre mécanique. Il y a un numéro de téléphone, donc c'est Pôle emploi nous appelle, elle appelle en fait du coup Mélanie, qui répond « Oui, bonjour, c'est pour recevoir effectivement un public, ok, ce jour-là, c'est telle coordinatrice de parcours qui est en place, donc on va l'accueillir en rendez-vous. » Et les choses démarrent, mais on demande juste le prénom et le nom de la personne. Voilà, est-ce que ça t'intéresse de participer, est-ce que ça vous intéresse, de participer à telle ou telle activité? Ben oui, pourquoi pas, et hop, c'est parti. Il n'y a pas, comme il y a souvent dans les processus d'accompagnement tels qu'ils existent aujourd'hui, #Avenir et autres, toute une batterie d'éléments à documenter et à renseigner pour que la personne puisse intégrer le dispositif. Nous, ce n'est pas le cas. Nous, on essaye d'abord de mettre la personne en confiance. Et cette relation de confiance, ça ne peut pas être du déclaratif. Ça se construit, ça se vit, ça s'éprouve. Et donc on a une phase comme ça, dite de butinage, où l'échange commence à s'installer, la relation de confiance commence à s'écrire et à s'installer entre les personnels de territoire partagé et les participants. Ensuite, on a une phase d'engagement plus formelle, où là, il y a un contrat qui est signé entre eux et nous, et qui nous engage et qui les engage. Et là, on va être un peu plus soutenu, et jusqu'à la phase du coup de mobilisation. Alors, une des raisons qui fait que nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que dans cette seconde étape, il y a encore des éléments qu'on doit positionner, et au premier rang desquels l'entreprise.
C'est-à-dire que dans les parcours qu'on propose aujourd'hui, il y a effectivement 7 acteurs qui sont en place. Il y en a d'autres un peu plus, on est en tout en fait une dizaine aujourd'hui à proposer des différentes activités pour nos publics, différents parcours pour nos publics, mais on n'a pas encore d'entreprise au sens plein du mot. Et donc il y a de notre côté une volonté d'avoir une relation de confiance aussi avec un petit panel d'entreprises. Il n'y en a pas besoin de 250, voilà. On verra, 250 pourquoi pas, ce serait un peu le Graal, mais pour l'instant aujourd'hui c'est pas tout à fait le cas, d'autant qu'il faut qu'on affine sans doute quelle typologie d'entreprise. Et on pense nous singulièrement à toutes les entreprises qui ont des problèmes de recrutement, puisque c'est là où effectivement ça pourrait éventuellement matcher. Je reviens sur mes parcours. Pourquoi je reviens sur mes parcours ? Oui, parce que dans ces parcours, il y a des choses qui sont assez classiques. Et donc, j'ai atelier couture, cuisine, jardinage. Puis il y a des choses qui sont un peu plus différentes. Piloter une machine à commande numérique dans un Fab Lab, ça n'est pas proposé dans tous les parcours d'insertion. Faire des émissions de radio, non plus, pas forcément. Donc il y a des choses un petit peu inédites, un peu différentes. Et l'idée, c'est que les participants puissent découvrir de nouveaux réseaux, puissent établir des contacts qu'ils n'auraient pas eu l'occasion d'établir. Parce que quand on est au pied de sa tour, accéder au dôme, c'est déjà complètement irréaliste, parce qu'on a des blocages, des freins sociaux qui sont déterminants et qui vont m'empêcher d'accéder à ce type d'établissement. Par le biais de territoires partagés, je vais pouvoir découvrir l'école de la deuxième chance, je vais pouvoir découvrir le WIP, je vais pouvoir découvrir la AJB, je vais pouvoir faire un peu expérimenter ce que ça peut être de travailler dans l'espace vert. Je vais faire de la radio quand je serai au WIP, je vais découvrir des espaces de coworking. Je vais arriver au dôme, je vais comprendre qu'il y a une résidence de projet. Et voilà. Et cette multiplicité de choses-là est une vraie richesse pour ces gens qui n'ont pas de réseau et une ouverture sur le monde professionnel qui est extrêmement, à l'instant où on les rencontre, assez limitée. Comme tu le fais remarquer, Mathieu, ça permet de faire travailler la mobilité, déjà dans un premier temps, à nos participants. Mais également, c'est l'occasion pour nous de profiter de la richesse d'être un consortium et de pouvoir proposer des situations en conditions professionnelles, des sortes de petits défis, avant justement de peut-être se tourner réellement vers les entreprises et envisager le retour à l'emploi. Et justement, de faire en sorte d'aller un peu plus loin. Donc les ateliers couture, par exemple, permettent par exemple de créer des tabliers pour l'atelier cuisine. L'atelier cuisine permet d'apporter un plus, par exemple, à l'atelier photographie qui prépare un vernissage. Et tout ça, on le reconnaît parce qu'on va être dans des situations où on accueille du public extérieur, où du coup, il y a d'autres compétences de savoir-être qui rentrent en jeu et qui sont très intéressantes à reconnaître. Bien évidemment, on ne prétend pas du tout, et ce serait complètement idiot sans doute de notre part, de faire en sorte qu'on apprend aux gens à coudre, ou à cuisiner, ou à faire du jardinage. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que les gens travaillent en équipe, arrivent à l'heure, trouvent une motivation particulière. Bref, on est sur plutôt l'identification ou la montée en compétences sur des savoir-être, et pas sur des compétences professionnelles. Nous ne sommes pas des formateurs. Nous ne sommes pas l'AFPA, nous ne sommes pas le Greta, nous ne sommes pas les NEFA ou d'autres structures de formation, ni même le CNED ou pour des formations à distance, etc. Nous sommes bien là en amont de ça, mais pour préparer les gens à pouvoir intégrer des formations, une fois encore, plutôt choisies que des formations subies, voire de pouvoir proposer à certaines entreprises une mise en contact dans une trajectoire de remobilisation et pouvoir détecter parfois des gens qui seraient particulièrement mobilisés ou motivés pour tel ou tel métier. Tout à fait. D'ailleurs, la difficulté est là dans la reconnaissance ouverte, c'est de ne pas être un doublon de ce qu'on va retrouver dans les référentiels qui correspondent aux formations qualifiantes ou diplômantes. L'idée, c'est bien de reconnaître ce qui se passe dans des conditions informelles d'apprentissage. Et donc, ça doit coller aussi aux attentes des individus. C'est pourquoi notre projet, donc, c'est de proposer des parcours qui soient individualisés. Donc pour un même badge qui reconnaît une compétence d'employabilité reconnue par Pôle emploi parmi les soft skills, on va avoir différents badges finalement obtenus et donc des parcours différents pour arriver au même objectif de se voir reconnaître cette compétence douce. Donc, toujours dans le comment, j'évoquais les différentes phases, donc je vais peut-être sans doute pas évoquer trop longtemps à nouveau ces 3 phases de butinage, pré-mobilisation, mobilisation. Ce que je voulais indiquer, c'est qu'une autre des caractéristiques de notre projet, c'est qu'on est dans des conditions d'accueil non stigmatisantes, c'est-à-dire que les publics, les participants à notre projet sont mélangés à d'autres publics. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas en tant que « Ah, j'ai du mal à être inséré, regardez-moi comme je souffre ».
Non, ils viennent tels qu'ils sont et ils sont mélangés à d'autres publics. C'est particulièrement vrai quand on est au sein du Dôme. Quand ils viennent au niveau du Fab Lab, ils sont au milieu des autres publics qui sont venus là apprendre à servir d'une découpe laser ou apprendre à utiliser une fraiseuse à commande numérique, etc. Il n'y a pas de différence. C'est l'activité naturelle de notre fonctionnement. Ce qui en fait d'ailleurs... je suis un petit pas de côté, mais sur le plan administratif et financier, c'est juste l'enfer. Hein. Parce que quand vous devez prouver combien d'heures de machines vous avez utilisées à destination de tel public et que vous répondez « Ah bah moi je peux pas vous le dire parce que sur l'atelier tout est mélangé ». Ah bah oui, mais moi comment je fais pour prouver ceci et cela? Ah bah démerdez-vous. Bon, bah voilà. Donc voilà. Notre projet pose un tas de problèmes administratifs de par son ouverture. Je ne l'ai pas situé au départ, mais notre consortium n'est pas constitué juridiquement parlant. C'est-à-dire qu'il n'a pas de personne morale. On a un accord de consortium qui fait 80 pages, qui nous engage les uns vis-à-vis des autres, qui a été visé par une cinquantaine d'avocats, donc ça là-dessus on est assez blindé, mais on n'a pas de représentation morale. Et ça pose aussi d'autres difficultés. Parce que quand vous dites, c'est nous, territoire partagé, qui organisons des parcours inédits pour nos publics, mais qui est territoire partagé? Territoire partagé, ce sont 7 structures différentes. Vous avez des associations, vous avez des SARL, vous avez des gens qui sont fiscalisés, et d'autres qui n'en sont pas. C'est un vrai bonheur. Mais voilà, au moins on n'a pas de suprastructure, ce qui évite de rajouter une couche supplémentaire dans le fonctionnement général. Mais ce qui pose aussi, et à nouveau un petit pas de côté, mais quelques éléments d'étonnement ou d'interrogation en termes de gestion des ressources humaines. On a une équipe de 22 personnes. Ces 22 personnes ont toutes des liens de subordination avec les structures de rattachement. Et pourtant, il faut qu'on arrive à coordonner tout ce petit monde sur un seul et même projet. Ce qui est aussi assez intéressant en soi. Excellente transition. Donc nous sommes effectivement une équipe de 22 personnes, ce qui représente en fait 20 équivalents temps plein. On va retrouver différentes fonctions qui ont été imaginées en face quand on a déposé le projet, qui s'affinent au fil de l'eau. Bien évidemment, un projet comme celui-là, vu son ambition, on a besoin d'ajustements réguliers. Il y a eu un choc culturel quand même, parce que quand Mathieu Debar il parle d'accompagnement, il parle pas du tout du même accompagnement que Muriel Lebarbier, qui est mon homologue du côté de la AJB, qui elle a 30 ans d'exercice professionnel dans le milieu social. Donc elle, quand elle parle d'accompagnement, c'est pas du tout le même mot que Mathieu quand il parle d'accompagnement. Et pareil pour Lisa, c'était pas non plus du tout le même mot. Donc il faut aussi apprendre à construire cette culture commune, ce qui est un des défis qui était le nôtre dans Territoire Partagé. Donc des coordinateurs de parcours, ils sont 4. Et d'ailleurs, j'aurais dû mettre coordinatrice, parce qu'en l'occurrence, le féminin l'emporte sur le masculin sur la coordination. Leur mission, c'est la construction et la planification des parcours. C'est eux qui sont un petit peu l'articulation entre on reçoit les publics et puis on va projeter avec eux ce qu'ils vont pouvoir faire plus tard, enfin ce qu'ils vont pouvoir faire en termes de parcours dans Territoire Partagé. Les référents, c'est la figure d'attachement. C'est-à-dire c'est la personne auprès de laquelle le participant pourra toujours aller vers quand il y a un problème, quand il ne comprend pas telle ou telle chose, pour savoir à quelle heure il est attendu, pour faire part d'un problème périphérique, donc un frein, ce qu'on appelle les freins périphériques, donc en l'occurrence addiction, logement ou mobilité. Voilà. Donc on a aussi une petite cellule de plateau technique, lever des freins périphériques qui est là. Donc on a Florence et Justine qui sont dédiées à cette levée des freins périphériques. L'une est conseillère en insertion, conseillère en économie sociale et familiale, et l'autre qui est conseillère en insertion socio-professionnelle. Donc qui accueille les publics et qui voit avec eux ou elles comment on peut participer à lever ces freins. On ne voit pas en bas de l'écran, mais on a une cellule emploi qui a été créée au fil de l'eau. Et en fait, on s'est aperçu qu'on recevait aussi beaucoup d'offres dans notre réseau qui peuvent émaner des centres de culture scientifique et technique, du secteur professionnel d'une façon plus large à l'échelle régionale. Et en fait, donc Florence diffuse toutes ces offres au sein de Territoire Partagé. Et parfois, les référents peuvent assez vite matcher entre un profil et un emploi qui est proposé. Les encadrants techniques, ils accueillent tout simplement les participants sur les différents ateliers dont on parlait. Et là, ils participent, enfin, ils construisent des ateliers, une fois encore pas dans une finalité métier, mais dans une finalité esprit d'équipe, prendre conscience de la nécessité de la sécurité au travail, collaboration, curiosité, respect des règles, etc. Voilà pour la partie. Alors, j'aimerais juste revenir un petit peu sur la cellule emploi, puisque j'y participe. Donc ce n'est pas un poste
spécifique en fait, hein. C'est bien comme l'a précisé Mathieu, donc on est principalement 3, même si Mathieu et Muriel en tant que coordinateurs nous rejoignent régulièrement sur nos actions. Donc je travaille avec Louise Eraille de la Cravate Solidaire, donc directrice de la Cravate Solidaire de Caen, et Florence Dissler, donc la CIP qui travaille donc à l'AJB sur le projet Territoire Partagé. Et donc notre rôle à toutes les 3, donc ça va être de faire du lien avec les entreprises, de proposer soit à d'autres consortiums qui sont avec les mêmes objectifs un peu que nous, de nous rejoindre et de créer des événements communs vers les entreprises pour essayer aussi de faire en sorte que nos open badges rentrent dans leurs attentes quelque part. On est à la fois dans la reconnaissance du parcours et dans l'individualisation du parcours de l'individu, mais on est aussi sur, ok, on veut revenir à l'emploi. Donc, il faut aussi qu'on soit cohérent avec les attentes en face des entreprises. Et surtout, c'est pour nous notre mission aussi d'acculturer les entreprises à ce nouvel outil qui, j'espère, se déploiera dans les ressources humaines. Il y a des chances. Enfin, en tout cas, c'est en voie. Donc, on a plusieurs fois glissé, Elisa la première, le mot badge et reconnaissance dans notre propos. Parce qu'effectivement, ça c'est aussi, je pense, un des éléments qui a fait que notre projet a été retenu à l'échelle nationale, c'est qu'on mobilise cette nouvelle dimension qui arrive, je veux dire en force, mais je suis pas sûr que tout à chacun ait toujours entendu aujourd'hui parler des badges ouverts, mais en tout cas qui fait son entrée sur le territoire national comme une nouvelle approche qui ne vient pas se superposer ou balayer le diplôme, ni l'expérience professionnelle, ni le CV, qui est une dimension de plus qui à mon sens en tout cas, manquait jusqu'alors, qui manquait moins dans les pays anglo-saxons, mais qui manque énormément en France, qui est la reconnaissance de tous ces savoir-être dont on a parlé, qui font qu'on a plaisir à travailler avec quelqu'un. Voilà, quand on a plaisir à travailler avec quelqu'un, c'est bien sûr, il faut qu'il y ait une compétence reconnue et avérée sur le besoin technique ou particulier qui est lié à la mission du salarié dans l'entreprise. Mais si il est tout le temps de mauvaise humeur, qui tape dans la poubelle tous les matins et qui claque les portes sans arrêt et qui s'engueule avec tout le monde, la compétence elle a beau être là, le savoir-être, il va balayer en fait le sujet. Et ça, aujourd'hui, on n'a rien. On n'a rien en France pour dire ça. Et donc l'outil badge, il est là pour ça. Il est là pour reconnaître quelque chose. Et en plus, il n'est pas un badge, cette reconnaissance ouverte, c'est pas comme un diplôme où en fait vous remplissez un document et puis si le document est bien rempli, l'examen est bien passé, l'oral est bien passé, on va vous délivrer un diplôme. Un badge, il est proposé à la personne. Et la personne l'accepte ou pas. Donc ça change aussi le paradigme. Hein. C'est-à-dire que vous êtes émetteur d'une proposition, mais la personne l'accepte ou pas. Et donc il y a des fois, il y a des badges qu'on prend, il y a des badges qu'on ne prend pas. Cette histoire de badge à l'échelle nationale, tout le domaine de l'enseignement à distance s'en saisit beaucoup. Le conseil régional s'en saisit aussi beaucoup, à travers tous ces dispositifs de formation continue, y compris au niveau des CFA. Certaines grandes écoles, j'étais ce matin au téléphone avec l'IMT, commencent à s'en soucier, à s'en préoccuper, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, ils voient bien que... je vais relater une petite aventure. On travaille de longue date avec l'Université de Caen, on est centre de culture scientifique et technique, donc notre relation avec l'enseignement supérieur, elle est quasi permanente. Mais dans les permanents, il y a quelqu'un qui s'appelle Jean-Marc Routour, qui est directeur de recherche, qui travaille dans un laboratoire qui s'appelle le GREC, qui est spécialisé dans le domaine de l'électronique. Et il me disait, ça me désole parfois parce que je mets des super notes à certains étudiants et je sais que ça va être une catastrophe dans l'entreprise. Parce qu'ils sont dans des formes d'attitude par rapport aux autres ou dans leur trajet qui vont être compliqués à gérer au sein d'une entreprise. Sauf peut-être certains cas particuliers extrêmement bien adaptés à ce type de profil. Mais on va dire qu'en règle générale, ils vont avoir un profil qui va mal coïncider avec le besoin de l'entreprise alors qu'ils ont une mention très bien à l'examen. Et inversement. Il y a certains étudiants, ils me disaient, pour lesquels on est obligé de mettre une note qui n'est pas top, qui n'est pas géniale, avec une appréciation académique qui n'est pas géniale. Et pour autant, en fait, je sais que celle-là ou celui-là, ça va gazer dans l'entreprise parce que justement, il est dynamique, il est vachement souriant, il est sympathique, il est vachement engagé, il est à l'écoute, etc. Il a toutes ces qualités-là. Et comment je le dis ça aujourd'hui, moi, dans mon diplôme ? Eh bien, je le dis pas. J'ai rien pour le dire. J'ai rien pour en témoigner. Et les badges, ils sont là pour ça. Les badges permettent ça. Et en plus, ils le permettent de façon vérifiée.
C'est-à-dire qu'ils encapsulent des données qui sont infalsifiables. Et donc c'est vraiment un élément de preuve important. Alors, c'est un élément de preuve important à condition qu'il soit partagé. C'est-à-dire qu'il soit... je ne vais pas le dire maintenant. On va y venir après. Alors moi, j'aimerais rajouter, puisque tu as parlé du fait qu'on émettait un badge et qu'on le proposait, on peut également, c'est ça là aussi l'intérêt, c'est le réclamer. Donc ça rend aussi le participant acteur, puisqu'on n'est pas seulement dans l'aspect descendant, où nous, on va émettre et reconnaître, mais eux également auront ce pouvoir de pouvoir demander à faire reconnaître une situation qu'ils ont jugée comme étant apprenante pour eux, voire même nous demander que nous créons des badges qui leur permettent de nous reconnaître, à nous, l'équipe de Territoire Partagé, un accompagnement qui les a aidés ou une situation aussi où le participant est heureux d'avoir pu accéder à un savoir ou à une situation. Donc là, vous avez là trois expériences, enfin trois exemples de badges qui peuvent être activés dans le cadre de Territoire Partagé. Sachant qu'un badge, en plus, il est... je suis obligé de faire un petit retour en arrière. En fait, le dôme a 10 minutes. Ouais, c'est nickel, 10 minutes, on est large. Le dôme est devenu en quelque sorte assez en pointe, et la Normandie est assez en pointe sur ce sujet des badges. Donc en fait, vous avez en quelque sorte la chance d'être sur un territoire qui est assez en pointe sur ce sujet-là. Donc c'est un petit appel du pied, mais il y a une balle à prendre au bon qui nous permet d'avoir un temps d'avance par rapport aux autres régions françaises. Et donc on peut, je pense, s'en saisir de façon commune. Les badges, le Dôme a travaillé dans le cadre d'un projet FEDER avec la Chambre régionale d'agriculture de Normandie et avec d'autres acteurs, avec la Chambre régionale des métiers de l'artisanat. On a travaillé sur la question de l'usage autour des badges. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces badges ? Parce qu'on peut à peu près, on peut faire du tout, et donc quand on peut faire tout, on peut faire aussi n'importe quoi. Et donc on a finalement produit une grille de référence qui est aujourd'hui assez bien identifiée à l'échelle nationale, qui est une matrice et qui permet à tout acteur souhaitant s'emparer de ce nouvel outil d'avoir un élément de référence sur lequel il peut, une espèce d'outil guide qui permettent d'élaborer et de construire des badges, qui va l'attribuer, suivant quels critères, qu'est-ce qu'on va reconnaître, ça s'adresse à qui, etc. Cette grille n'est pas très compliquée, on a 5 items en colonne et 5 items en ligne. Donc voilà, 25 cases, c'est pas non plus délirant. Mais à chaque fois à l'intérieur d'une case, on est dans une posture, quel est mon positionnement par rapport, je ne sais pas si je vous interrogez monsieur, vous avez peut-être déjà vu une découpe laser ou pas. Si vous venez au Dôme, que vous voyez une découpe laser, on peut vous reconnaître le fait que vous avez découvert ce qu'était une découpe laser. Voilà, c'est simplement un constat. Puisque vous êtes venu au Dôme, que vous en avez vu une en fonctionnement, vous avez découvert ce qu'était une découpe laser. En tout cas, à CO2. En termes de posture, ça correspondra à « j'ai essayé », par exemple. Et en termes de critères de validation, on marquera simplement que le porteur de ce badge a assisté à un seul atelier concernant la découpeuse laser. C'est ça. Et le niveau 5, c'est je suis en capacité de transmettre ce que j'ai appris. Et donc ça veut dire qu'entre-temps, j'ai pu travailler sur la machine, je suis revenu, j'ai peut-être même expérimenté différentes machines dans différentes situations professionnelles, donc avec des flux de travail qui peuvent être différents. J'ai travaillé chez un artisan, j'ai travaillé dans une association, j'ai travaillé chez un industriel. Et donc à chaque fois, j'ai bien utilisé l'outil laser, mais à chaque fois dans des flux de travaux complètement différents, avec des machines complètement différentes. Donc j'ai éprouvé plusieurs success stories, en tout cas de mon rapport à la question de la découpe laser. Et donc là, j'ai un badge de niveau... C'est pas un niveau. Alors j'ai un badge de posture qui est je suis en capacité de transmettre une forme d'expertise autour de la découpe laser. Une fois encore, ce n'est pas un diplôme. Mais c'est ça notre dynamique générale. Et donc, dans les 5 minutes qui me restent, nous avons besoin de vous. Puisque tout ça n'a de valeur que si c'est partagé à l'échelle d'un territoire. Aujourd'hui, on vous parle beaucoup des 7 acteurs là, du consortium, donc c'est déjà bien, mais c'est pas assez. On a besoin de construire ces badges, pas tout seul. Parce que si on les construit tout seul, ils seront forcément pas bien adaptés à la question de l'emploi. Et donc, on voudrait constituer un petit écosystème. Alors, c'est en bonne voie avec Pôle emploi. La direction territoriale va se prononcer la semaine prochaine pour nous mandater 3 personnes, un conseiller entreprise, un conseiller particulier et un ou une psychologue du travail, pour rejoindre notre groupe de réflexion sur qu'est-ce qu'on met comme critère dans nos différents badges.
On va aussi le faire avec l'AFPA et la MFR de Malto, Maison familiale rurale, qui est aussi un organisme de formation, et l'AFPA pour les inclure dans cet écosystème de reconnaissance. Qu'est-ce qu'on met derrière les badges? Le secteur de la formation. Le secteur de l'insertion. Donc ça, on a un peu tout ce qu'il faut à la maison. Puisque entre l'AJB, Cap Sport, l'école de la deuxième chance, on a des gens qui sont vraiment déjà très en prise avec ce sujet de l'insertion. Et il nous manque ce maillon déterminant et essentiel qui est celui d'entreprise. Donc là, on cherche à réunir 3, 4, 5 entrepreneurs, un petit peu volontaires, qui voudraient bien construire avec nous ce système-là. Bien sûr, il faut qu'ils y aient un intérêt, parce qu'ils vont pas, enfin voilà, vous n'allez sûrement pas le faire par pure bonté d'âme. Il faut que vous ayez un intérêt, et cet intérêt, ça peut être parce que vous êtes en difficulté de recrutement, vous professionnels, enfin vous entrepreneurs, vous artisans, et que du coup, vous y avez un intérêt sans doute direct à construire ces référentiels avec nous. Et que nous, on comprenne mieux ce dont vous avez besoin, ce que vous attendez un petit peu de savoir-être du côté de ces participants. Du coup, là, un peu, on serait dans un cercle vertueux. Une fois encore, c'est en toute humilité qu'on le dit, c'est parce que notre projet est expérimental. Donc on essaye quelque chose. On verra si on se casse la gueule. Mais le pire, c'est ça qu'on n'essaye pas. Et je pense qu'aujourd'hui, on fait la preuve de la nécessité d'arrêter de fonctionner en silo. Et je pense que les acteurs de la culture, les acteurs du social et les acteurs de l'entreprise ont besoin de mieux travailler ensemble parce qu'on y a tous des intérêts communs. Pour rejoindre ce que dit Mathieu, en effet, on a vraiment besoin des entreprises pour justement jouer le jeu de cette reconnaissance et qu'elle fasse sens dans un écosystème, puisqu'aujourd'hui, c'est un peu le mauvais usage qu'on pourrait avoir des open badges, c'est que chacun crée les siens de son côté, et finalement qu'on ait pléthore de badges qui finalement reconnaissent la même chose. Donc là, avec Pôle emploi, on essaye justement de construire intelligemment nos badges de manière à ce qu'ils puissent être réutilisés aussi par d'autres acteurs, que d'autres personnes puissent s'en saisir. Alors on n'en a pas du tout parlé, parce que c'est un petit peu technique, mais il y a une notion d'endossement en fait des open badges qui permet aux structures, par exemple, qui accueilleraient des participants en stage et qui viendraient de territoires partagés, d'ajouter en fait une valeur à des open badges déjà reçus par le participant en leur ajoutant un endossement, c'est-à-dire un appui ou une reconnaissance par-dessus cette reconnaissance en disant oui, c'est bien mérité, ou en effet, moi j'ai accueilli cette personne dans ma structure et oui, moi je peux attester qu'elle a bien cette compétence. Donc c'est très important pour éviter que finalement on se saisisse mal de l'outil Open Badge. Il existe déjà des badges qui ont été mis en place par la région Normandie, dans le cadre du projet dont vous parlez Mathieu, qui s'appelait Badgeons la Normandie en 2016 et qui était notamment qui incluait François Millet qui travaille au Dôme. On a déjà en effet de bons outils à ce niveau-là. On a des badges, par exemple sur la découpeuse laser dont on parlait tout à l'heure. Pour moi, il est inutile d'en créer un nouveau dans territoire partagé. Il est plus intelligent de demander au Dôme d'émettre le badge et que nous venions l'endosser pour éviter encore une fois les doublons. Donc l'idée, c'est vraiment de créer avec nous, en même temps de vous acculturer en tant qu'entreprise à ce nouvel outil. Et puis essayons, comme dit Mathieu, on n'a rien à perdre. On est dans les temps. Peut-être encore une petite question complémentaire. Concernant le... Oui. Là, ça va mieux marcher peut-être. Regarde. On va faire un... Voilà, ça arrive, excuse-moi. Petite question complémentaire. Quand on est une entreprise, du coup, comment est-ce qu'on prend contact avec vous? Quel est le bon interlocuteur? Enfin, vous êtes 7, enfin, quelle est la bonne porte d'entrée? Je crois que la porte d'entrée sur ce sujet-là, c'est moi. Elisa. Voilà, on est deux à pouvoir accueillir la demande de l'entreprise. Donc moi j'ai ramené là quelques cartes de visite. On pourra éventuellement, je ne sais pas si j'ai mis un numéro de téléphone quelque part sur le diaporama. Non, je ne crois pas. Voilà, mais il n'y a pas de souci particulier en prenant contact avec le Dôme ou avec le 2C. Vas-y. Ah non, voilà. C'est ça. Au Dôme ou à l'école de la deuxième chance. C'est ça, exactement. Ce sont les deux portes d'entrée pour pouvoir y arriver. Tout à fait. L'autre petite question, c'est côté des personnes
personnes éloignées de l'emploi. Donc on a vu qu'il y avait les maraudes, mais comment est-ce qu'on vous trouve aussi? Est-ce qu'ils viennent frapper à votre porte ou c'est vraiment vous qui allez à leur rencontre? Et ensuite, comment est-ce que vous les accompagnez dans la durée pour que, j'imagine que c'est pas toujours évident de pouvoir suivre. Je peux le résumer en un trait, c'est que on est plus souvent sur des orientations, plus que des surrepérages sur le terrain. Donc ça veut dire que le conseiller mission locale, le conseiller Pôle emploi, la responsable, l'un des acteurs de Hashtag Avenir nous adresse un public. Alors elle nous adresse comment? C'est-à-dire qu'elle décroche son téléphone, elle fait le 0232, le numéro de Mélanie. Elle vient, accompagnée du participant, le plus souvent rencontrer un coordinateur de parcours. Et c'est là que le premier contact se fait. Ensuite, le coordinateur de parcours va adresser le public sur une première activité, puis une seconde, puis une troisième. Et puis les rendez-vous vont devenir de plus en plus réguliers. Et si la personne perçoit l'intérêt qu'il peut y avoir pour elle à renforcer ce parcours, elle va participer de façon de plus en plus active à de plus en plus d'ateliers. On est sur une durée, donc dans cette phase de butinage, de 3 mois maximum pour la phase de découverte avant l'engagement. Et ensuite, on est sur un parcours, en effet, de 15 mois maximum pour accompagner le public. Ok, merci pour ces compléments et puis pour cette présentation particulièrement riche. Alors pour tous les entrepreneurs qui nous suivent ou qui voudraient le voir en replay, l'ensemble est sur le site demain-c'est-ici.com où vous pouvez retrouver en tout cas la vidéo, en parler autour de vous. C'est pareil, on la retrouve aussi sur YouTube Live sur la chaîne de la CCI. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez la liker. Là encore, c'est l'occasion de la faire connaître, de la diffuser autour de vous. C'est vrai qu'il y a un vrai enjeu à faire connaître ce dispositif. On a vu l'ambition du projet, 500 personnes à accompagner, c'est pas rien. C'est une belle initiative pour notre territoire. Ce serait dommage que les entreprises se saisissent pas d'une telle opportunité. On parlait en amont aussi des problématiques de l'emploi. Si on se met du côté des entrepreneurs, on sait que beaucoup d'entreprises aujourd'hui sont en difficulté pour trouver des candidats. Et c'est pas souvent les compétences qui font défaut que l'envie d'y aller. Donc il y a sans doute un travail à faire où tout le monde peut s'y retrouver. Alors ça va être la fin de cet atelier. On se retrouve d'ici un petit quart d'heure avec l'atelier suivant. Alors là, on rentre plus dans le vif de la formation puisqu'on sera sur le sujet de l'alternance avec l'ICEP qui viendra nous présenter les enjeux de l'alternance, à la fois du côté des jeunes alternants et du côté des entreprises pour les accueillir. Donc un grand merci à vous deux pour la présentation et à tout à l'heure. Merci.